Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc je me présente, hein, puisque c'est important de le faire. Je m'appelle Olivier Murin, j'ai 42 ans, papa de deux filles, 2 ans et 10 ans, agent de service public dans la vraie vie et un peu connu des réseaux sociaux sous un surnom familier, celui de Olive, celui qui m'a permis aussi d'être connu et celui qui est le surnom affectif que mes proches me donnent. Je viens vers vous, j'ai tenté plusieurs fois, suite à un gros investissement au niveau des Gilets jaunes de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, de lancer des initiatives politiques, notamment par des campagnes municipales, etc. Je prends mes responsabilités, je souhaite aider mon pays du mieux que je peux. On me qualifie d'excellent orateur, ça me touche, mais ça ne m'aide pas dans la vie plus que ça. En tout cas, si j'ai des talents, je n'hésiterai pas à les mettre au service de mon pays. Je voulais vous informer en fait de la création d'une association politique. Donc c'est une association à but non lucratif, loi 1901, qui va être déposée en préfecture avec un président, un trésorier et un secrétaire. Jusque-là, c'est assez classique. Le but ultime est quoi? Il a la prétention, parce que c'est de la prétention, mais assumée, je vous rassure, de vouloir peser politiquement, et notamment en 2022. Chacun aujourd'hui essaie de trouver une sortie de crise et une solution à la crise démocratique que nous rencontrons actuellement. Ça fait déjà pas mal d'années que je fais du militantisme politique en dehors des canaux traditionnels des partis, c'est-à-dire que je n'adhère à aucun parti, je ne soutiens aucun parti, mais par contre, je suis très ouvert à ce qu'il se passe ici ou ailleurs, ce qui me permet en fait de naviguer aussi bien dans l'extrême gauche que dans l'extrême droite, la gauche, la droite, le centre et ce que vous voulez d'ailleurs, et d'écouter ce que les gens ont à dire, de critiquer ce que je ne comprends pas, ou tout du moins d'interpeller lorsque je ne comprends pas, et de piocher un peu ici ou là des bonnes idées. Parce que quand on fait le tour des formations politiques, et qu'on accepte de le faire en tout cas, on se rend compte qu'il y a tout un tas de bonnes idées qui peuvent germer ici ou là. Le problème d'un parti politique à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vous avez la tête qui est souvent déconnectée de sa propre base. Et que pour être un bon militant politique, il faut accepter de mettre quelque part ses revendications individuelles et de ne prôner que des revendications dites collectives de partis, même si il vous semble parfois ne pas correspondre à ce que vous souhaiteriez vraiment. Bon, ça c'est le cadre, c'est le constat qu'on peut, en tout cas que je m'en fais aujourd'hui à titre personnel. Je me dis aujourd'hui, voilà, où est-ce que tu pourrais adhérer? Je ne trouve pas quelque chose qui me va bien. J'ai été militant dans les Gilets jaunes, très actif, n'ayant pas peur des mots. Mais malgré tout, malgré toute ma sympathie et malgré ma conviction d'être un gilet jaune, je ne me reconnaissais pas totalement à 100% dans les gilets jaunes pour une simple et bonne raison, c'est que la parole des gilets jaunes a été complètement éclatée à tel point qu'on ne savait plus sur quel pied danser, on va dire. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui ont eu une légitimité, comment, accordée par les médias ou par le peuple, peu importe, pour représenter les Gilets jaunes, mais qui tenaient des discours clivants, soit d'extrémisme, soit de rejet de l'autre, sur lesquels je ne me reconnaissais pas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la cause nationale est de redresser le pays parce que, quelle que soit notre obédience politique ou religieuse, nous avons tout intérêt à arranger les choses. Parce que plus le temps passe, plus le temps fait son œuvre, et plus les rapports se tendent, et les choses se gâtent. Et là, on a vraiment l'impression, déjà, que les gens qui devraient nous gouverner et devraient faire ça d'une main de maître ne sont plus tout à fait aussi performants qu'ils devraient l'être. Et le deuxième constat, c'est que chacun se renferme derrière son étiquette politique, fait sa belle propagande,
défend sa vitrine, mais refuse de parler à tout ce qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire, un FI ne veut pas parler avec un RN, qui ne veut pas parler avec un PS, etc., etc. Et donc, on reste dans cette logique de protéger chacun sa paroisse, mais au final, nous n'avançons pas, nous créons de plus en plus de divisions, et je pense collectivement qu'il va falloir qu'on essaie, en tout cas, que ce soit par une initiative comme la mienne ou par d'autres initiatives qui peuvent se présenter, mais changer un peu notre fusil d'épaule. En France, il y a deux sortes de choses, à mon sens, à traiter. L'urgent, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas attendre. L'urgence aujourd'hui, elle est sanitaire, mais elle est aussi sociale par rapport à la crise financière qui va impacter durablement les activités des entreprises. Et comme les entreprises vont être mises à mal, ça va impacter également la vie des salariés et indirectement celle de leur famille. Parce que si vous cassez un maillon de la chaîne, c'est toute la chaîne derrière qui est en danger. Le constat, il est simple. En France, nous avons une matière grise absolument phénoménale. Nous avons un savoir-faire industriel et artisanal reconnu dans le monde entier et reconnu même au sein de notre propre population. Les politiques précédentes ont jugé bon de vendre ça à des capitaux étrangers et qui utilisent les lois pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire investir, gagner de l'argent et établir des stratégies industrielles bien souvent en relation avec les politiques étatiques, c'est-à-dire les intérêts stratégiques de leur propre pays. Quand le Qatar investit en France, ils ne le font pas forcément pour la France, mais ils le font d'ores et déjà, et tout d'abord, pour les intérêts du Qatar. Aujourd'hui, la France est devenue le premier pays dans le monde au niveau de l'attractivité pour les investisseurs étrangers. On peut trouver ça très bien, comme on peut trouver ça très préoccupant. De Gaulle, qui était un très grand président, je pense que personne ne peut vraiment le contester, avait insisté sur le fait que la France devait adhérer à un projet européen pour mutualiser des compétences, mutualiser des pouvoirs militaires, entre autres, ou d'autres choses. Mais il avait insisté sur une chose très importante, qui était de garder notre souveraineté de décision et de garder notre savoir-faire. Parce que si vous voulez vous vendre demain à l'étranger, il faut que vous ayez des choses à vendre. Si vous avez tout vendu à d'autres, vous n'avez plus rien à vendre, mais par contre, ceux à qui vous avez vendu, eux, iront le vendre à votre place et vont tirer les profits de tout ça. Je m'inscris vraiment en faux dans la politique étatique actuelle qui consiste à vouloir privatiser tous les pans de l'économie en prétextant que ça va faire rentrer du cash disponible parce qu'on en a besoin. Donc on privilégie le profit immédiat, mais pas le profit sur du long terme. Il va falloir changer de logiciel. Après 4 ans de militantisme actif, après des rencontres avec toutes sortes de gens divers et variés, avec des profils tous différents les uns que les autres, c'est-à-dire des statuts sociaux différents, passant de l'ouvrier à l'agent de maîtrise ou au cadre, ou passant dans des communautés qui n'ont pas vraiment de rapport entre elles d'ailleurs, les Maghrébins, les Noirs, les gens du voyage, les Asiatiques, les Blancs, etc., etc. Je me fais une conclusion qui est la mienne, et peut-être que vous pourrez partager, qui est que on est dans une société qui s'enferme d'elle-même. C'est-à-dire qu'on accuse les politiques, on est en droit de le faire parce que la communication n'est pas adaptée. Mais, quelque part, c'est nous qui entretenons la division chaque jour que Dieu fait. C'est-à-dire que en France, on a un mal très français, c'est de vouloir penser à la place des autres, et c'est de vouloir connaître les autres mieux que eux se connaissent eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous voyez un arabe, vous avez une idée toute faite. Quand vous voyez un gens de la communauté du voyage, vous avez une idée toute faite. Quand vous voyez un policier, vous avez une idée toute faite. Quand vous voyez un politique, vous avez une idée toute faite. Quand vous voyez un roux, vous avez une idée toute faite. Ou un chauve, comme moi, vous avez une idée toute faite. Mais
Les gens qui sont mieux placés que quiconque pour parler de leur propre vie, c'est les acteurs, c'est les gens qui vivent au quotidien, soit dans une communauté, soit qui vivent la maladie, soit qui vivent le handicap, soit qui vivent la détresse économique parce qu'ils ont été licenciés, etc. Ces gens ont beaucoup plus de légitimité que moi ou que vous pour parler de leur propre vie. Or, les médias, je pense que c'est malheureusement eux les responsables de tout ça, ont fait en sorte que on invite des gens, des éditorialistes, des spécialistes, ce que vous voulez, qui soient légitimes pour parler de la vie des gens sans même la connaître, parce qu'ils ont un exemple ici ou là qui leur permet d'affirmer que, bon, on a tous adhéré à ça pendant des années. Et on a scié la branche sur laquelle on était assise. C'est-à-dire qu'un peuple uni ira toujours dans le bon sens. Un peuple divisé, lui, en revanche, ira droit dans le mur. Et ça fait tellement de longtemps dans ce pays qu'on entretient la division que le mur, on est en train d'y aller à la vitesse d'un TGV ou d'un Ouigo parce que ça fait plus moderne. L'idée, elle est très simple. Elle n'est pas d'avoir un ego surdimensionné à dire tiens, je vais placarder ma tête dans toutes les villes de France ou placarder mon nom dans toutes les villes de France. Je vous rassure, je n'ai pas ce besoin-là parce que je suis bien entouré par ma famille, mes amis, mes proches, mes enfants. Voilà. Par contre, je souhaite être un acteur. Je souhaite assurer le meilleur avenir possible pour mes enfants, ma femme, mes parents et mes proches. C'est de l'égoïsme. Mais mon égoïsme passe par le collectivisme. C'est-à-dire qu'on peut vouloir changer le monde tout seul. On en est tous incapables autant que nous sommes. Bon. Pour diverses raisons, j'avais déjà lancé cette idée. Des proches bienveillants ont jugé que j'avais un délire mégalo et que je m'embarquais dans un truc complètement infaisable, que j'étais un rêveur, un utopiste, ce qu'on veut, et que par rapport à ma santé mentale, par rapport à mon équilibre, par rapport à ma vie professionnelle et familiale, il valait mieux que je me taise et que je rejoigne le rang des gens qui sont spectateurs et qui se demandent quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Malheureusement, je n'ai pas le tempérament pour être comme ça et que je pense que malheureusement, je suis devenu un peu trop vieux maintenant pour changer. Et je pense qu'on ne peut pas lutter contre sa nature et je ne lutterai pas contre la mienne, donc je vais aller au bout. Entre-temps, j'ai eu des contacts très intéressants. Il y a une personne que je ne nommerai pas qui fait partie d'un groupe politique qui est en train d'exploser complètement, qui est le groupe UPR. Cette personne, elle est intéressante, pourquoi? Parce elle a participé à l'architecture du mouvement, c'est-à-dire qu'elle connaît les rouages du parti politique. Comment on forme un bureau politique, comment on nomme des délégués et comment on forme des groupes de travail en fonction des compétences de chacun. Ça me séduit parce que je pars du principe qu'en France, nous avons tout. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, on a tout chez nous. Mais on est tous des pions. Vous et moi, on est des pions. Aujourd'hui, les pions, on ne les met pas dans les bonnes cases. À partir du moment où vous ne mettez pas des pions dans les cases dans lesquelles ils doivent être, ça ne peut pas marcher. Par contre, si demain vous mettez tous les pions dans les cases qui doivent être celles où ils doivent être, là c'est complètement différent. Parce que vous utilisez les compétences de ces pions dans leur domaine de prédilection et donc vous pouvez établir des programmes, vous pouvez établir des stratégies et vous pouvez établir une communication parce qu'on va s'entourer de gens spécialisés dans leur domaine. Ça peut paraître bateau, nous sommes le 6 mai 2020. L'élection présidentielle a lieu en mai 2022. 2 ans, me direz-vous. C'est long. Dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Pour se présenter à n'importe quelle élection, il faut déjà être éligible. Ce qui est mon cas, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, il faut avoir un appui des mairies. Et il faut collecter 500 signatures de maires de France. Donc autant vous dire qu'on part de loin, mais je vous rassure, c'est rien du tout. C'est rien du tout à partir du moment où on y croit et qu'on joue le jeu. Pour ce faire, on a besoin de gens. Alors, de gens qu'on ne va pas, entre guillemets, recruter par rapport à un niveau d'études,
Que vous ayez un brevet des collèges ou que vous ayez un bac+7, vous êtes sur un pied d'égalité. C'est quelle est la valeur ajoutée, quel est le savoir-faire que vous pouvez apporter pour la collectivité. Il va y avoir un bureau politique qui va être formé. Le bureau politique va inclure des gens qui vont être, entre guillemets, les chefs d'orchestre de chacune des thématiques. Quand on va évoquer la justice, on va faire appel à des avocats, à des magistrats, à des policiers, à des gendarmes. Quand on va évoquer la santé, on va faire appel à des infirmières libérales. On va faire appel à des généralistes, à des chirurgiens, mais aussi à des ASH, mais aussi à des patients qui ont été atteints de pathologies graves et qui peuvent remonter des dysfonctionnements, mais tout en faisant un échange dit constructif, où chacun expose sa vision, son vécu, son histoire par rapport, toujours pareil, à son domaine de prédilection, dans le but d'en faire un groupe de réflexion qui nous mènera ensuite à un programme, mais comme le programme ne reprendra aucune personnalité connue en termes politiques, ce sera un programme qui sera 100% issu de la population et donc issu de la société dite civile. Aujourd'hui, on a des besoins plus urgents. Comme je vous l'avais expliqué, quand on met une stratégie en place, il y a des choses urgentes, c'est tout de suite. Il y a des choses importantes, c'est urgent, mais c'est après. Dans les choses urgentes, j'ai besoin, nous avons besoin, parce que maintenant je suis plus tout seul réellement, mais nous avons besoin de constituer des équipes. Et pour ce faire, nous avons besoin de gens, et d'une qui soient spécialistes dans leur domaine, donc légitimes, et de deux, de personnes qui soient capables de s'engager politiquement. Alors, quand on parle d'engagement politique, c'est très important. L'engagement politique dans le projet que je vous propose, ce n'est pas un engagement à mi-temps. Ce n'est pas un engagement, je fais une journée par semaine. C'est un engagement à plein temps. Vous allez connaître des nuits blanches. Vous allez connaître des journées où vous allez être complètement harassé et vous n'aurez pas forcément le temps de faire votre sport, d'aller au cinéma avec madame ou de vous occuper des enfants. Mais c'est un choix qui vous appartient comme il m'appartient. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de mettre, entre parenthèses, ma famille pas de côté, mais de lui dédier moins de temps parce que je veux dédier mon temps à la cause. Je considère qu'il vaut mieux que je me passe d'un an de paternité réelle, entre guillemets, mais pour assurer un meilleur avenir à mes enfants, plutôt que de passer un an avec eux H24 et de dire dans 2 ans, c'est pas possible, on n'a plus aucun avenir, c'est bouché, on va droit dans le mur, et de pleurer toutes les années qui vont suivre derrière, parce que j'aurais peur que mes enfants aient un futur qui ne corresponde pas à ce que j'aurais pu, ou ce que nous aurions pu en tout cas imaginer. C'est des choix cartésiens, ils nous appartiennent. Là, l'appel, il est très clair. Je ne suis pas un messie, je ne suis pas un gourou et je ne suis pas un sauveur. Nous sommes des messies et nous sommes des sauveurs. Je ne suis qu'un porte-parole, ni plus ni moins. Je veux mettre en avant des gens qui ont des compétences et qui ont surtout l'amour de leur pays, l'amour de leur histoire, l'amour des autres, c'est-à-dire d'être tolérant et de ne pas juger quelqu'un par rapport à son apparence, comme le dit l'adage, l'habit ne fait pas le moine, mais par rapport au contenu, c'est-à-dire par rapport factuellement à ce que va vous dire quelqu'un. Soit il est intelligent, soit il ne l'est pas, soit il est con, soit il ne l'est pas. Mais en tout cas, je vais l'écouter et après, légitimement, je me ferai une opinion. Mais en France, on prend le problème à l'envers. On se fait une opinion avant d'écouter les gens. Et donc, on n'avance jamais finalement. Et c'est chacun sa paroisse, c'est chacun son truc. Je ne crois plus en la gauche. La gauche est un terme générique pour se donner bonne conscience et dire je fais plus de social que la droite. Je ne crois plus en la droite qui dit moi je protège les entreprises, mais qui en fait ne protège pas les entreprises. C'est pas vrai.
Elle ne protège que les entreprises du CAC 40 qui sont minoritaires et extrêmement minoritaires dans le panorama d'entreprises françaises. Je ne crois plus en l'extrême droite. Je ne crois plus non plus en l'extrême gauche. Ce sont les extrêmes, que ce soit de droite ou de gauche, on est arrivé dans des sectes. C'est-à-dire que si vous ne partagez pas la parole du groupe, ce n'est même pas la peine d'essayer de communiquer. On ne vous donnera jamais l'occasion de le faire. Et en plus, on va être virulent pour vous le faire comprendre. Donc, on peut parler d'extrême droite et d'extrême gauche, mais c'est le même problème partout. Il n'y a pas un extrême aujourd'hui qui peut se prévaloir, excusez-moi, d'être tolérant. Et dans la vie, on peut avoir raison comme on peut avoir tort. Mais pour savoir si on a tort, il faut écouter les gens et écouter factuellement ce qu'ils vous disent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que je peux le vérifier ou pas? Et après, en fonction d'éléments factuels, je suis capable de dire si une personne je l'aime ou je l'aime pas. Mais pas avant. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Donc, le projet aujourd'hui, il est de dire, voilà, j'ai la possibilité de pouvoir m'exprimer, les gens commencent à me connaître, je suis identifié, tant mieux pour moi, c'est très bien. L'objectif, il n'est pas là du tout. L'objectif, il est de faire un bureau politique. Un bureau politique, aujourd'hui, doit être constitué d'une 60aine de personnes. Les 60 personnes, on en a besoin, parce que sans elles, le projet n'existera pas. On a déjà un petit panel de gens qui nous semblent intéressants et qu'on commence à aller voir et à leur dire, voilà, on a un projet, est-ce que ça peut vous séduire ou pas, est-ce que vous voulez venir ou pas, etc. Malheureusement, on ne va pas rester non plus en vase clos, on ne va pas faire un projet 100% auvergnat. On a besoin des Corses, on a besoin des Bretons, on a besoin des Parisiens, on a besoin des Lillois, on a besoin des Alsaciens, on a besoin des Perpignanais, on a besoin des Varois, on a besoin des Gardois, on a besoin de la France. Parce que aujourd'hui, vous vivez d'une certaine manière dans un département, vous faites 100 km et vous verrez que la mentalité et le mode de vie, ou même la manière de vivre, n'est pas la même. Parce que c'est culturel, parce qu'on a des spécificités locales, parce qu'il y a eu aussi, et moi je mets le pied dans le plat direct, il y a eu une immigration beaucoup plus marquée à certains endroits que dans d'autres. Et donc, les gens n'ont pas la même vision des choses, n'ont pas le même quotidien, et pourtant ils partagent le même pays. On nous a habitués depuis l'enfance, quelque part, à être différents les uns des autres. Mais soyons clairs, ce qui nous sauvera, c'est d'être unis. Il y a des faits qui sont préoccupants. Je ne suis pas un pourvoyeur de fake news. Quand vous voyez qu'on crame un drapeau français en prétextant que le drapeau français est le symbole de l'extrême droite, c'est très inquiétant. Les Portugais, quand ils hissent le drapeau chez eux, ils applaudissent tous. Les Italiens, c'est pareil. Les Allemands, c'est pareil. Les Anglais, c'est pareil. En France, non. Le seul moment où vous pouvez sortir un drapeau, c'est pour une manifestation sportive. Il y a un problème d'acceptation de son identité. Il y a un problème de citoyenneté et il y a un problème de patriotisme. On a vendu des termes parce que ça a arrangé les politiques. Le nationalisme n'est pas un gros mot. Le protectionnisme n'est pas un gros mot. Et le populisme n'est encore moins. Sauf qu'on a vendu du vocabulaire à des partis politiques pour qu'ils l'exploitent comme eux avaient envie d'exploiter, pour en faire justement quelque chose de discriminatoire. Et on a tous été dans la même logique, on a suivi le troupeau. Mais aujourd'hui, vous en souffrez tous. Vous en souffrez tous. Donc, le but, il est de dépasser ces codes-là. Le Covid a mis fin à vos vies d'avant et vous fait vivre une vie qui est différente de celle d'avant, mais pourtant vous continuez à vivre et à vous adapter. La politique, c'est la même chose. Elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de s'adapter, mais elle a aussi besoin de tout le monde. Tout le monde. Et que personne ne se sente floué. Alors, sentir floué, ça veut dire on peut adhérer à un projet et avoir des choses qui ah non, moi ça ne me plaît pas. Oui, heureusement. On peut adhérer à 80% des choses et 20% où on n'est pas d'accord. Ce qui est important, c'est de pouvoir le dire, de pouvoir lever la main et dire attendez,
j'ai bien suivi, moi je suis d'accord avec l'ensemble, mais il y a deux, trois points là, alors là c'est vraiment pas possible, je ne suis pas d'accord. Les partis politiques traditionnels d'aujourd'hui ne vous le permettent pas, ça, très clairement. Et donc là où on veut casser les codes, c'est de dire non, on ne peut pas prôner la démocratie, parce que la démocratie, on l'emploie partout, mais la démocratie, c'est quelque chose de très subjectif. La démocratie, pour certains, consiste à être liberticide et à supprimer des libertés pour plus de démocratie, alors qu'un anarchiste, lui, va dire qu'il faut des libertés partout. Donc, on parle d'un même mot, mais avec plusieurs définitions. Et dans les religions, c'est pareil, entre les protestants, les catholiques, les salafistes et les musulmans, par exemple, ou les sionistes et les juifs. Donc, il y a un moment, le problème, c'est qu'on a donné beaucoup trop de légitimité à ces termes-là, et on a donné beaucoup trop de légitimité aux gens qui manipulent ces termes. Il y a un moment où il faut arrêter. Et il faut être positif, il faut espérer, il faut rêver, il faut être utopiste. Et il faut s'en persuader surtout. Aujourd'hui, quand vous lancez une initiative, quelle qu'elle soit en France, vous avez plus de gens qui vont chercher à vous démotiver que des gens qui vont vous pousser. Parce qu'on a perdu la culture de la gagne, on a perdu la culture de dire nous sommes les plus forts, et il n'y a pas de honte à dire nous sommes les plus forts si nous donnons un bon message et que nous avons des choses probantes à proposer aux autres. Et on a perdu tout ça. Mais je vous rappelle quand même que les 30 Glorieuses, elles ne se sont pas faites par hasard. Et que ce sont nos anciens qui ont bâti ce monde-là et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous exprimer comme je le fais en toute liberté. Et qu'on dit qu'on est en dictature, ce n'est pas vrai. Allez vivre dans une vraie dictature et on en reparlera. On prend le chemin d'une dictature, je le pense fondamentalement, mais je vous le redis, nous ne sommes pas en dictature. Le problème, c'est que chacun se fait des idées toutes préconçues sans maîtriser réellement son sujet. Donc le but, c'est d'essayer de remettre les gens au bon endroit. Pour les gens qui n'ont pas de spécificité particulière ou de compétences particulières, vous faites partie du projet. Parce qu'il y a un groupe politique et en parallèle, il y a des listes sur lesquelles on met des gens qui n'ont pas de spécificité particulière, mais qui ont une légitimité pour s'exprimer et qui vont être acteurs également et qui peuvent remplacer quelqu'un d'un groupe parlementaire qui va partir pour différentes raisons. Et ben on va aller le chercher, on va lui dire tu prends sa place. Tous les maillons de la chaîne comptent, sans exception. On a besoin aujourd'hui de pouvoir dialoguer dans le respect, qu'on soit d'accord ou pas. Mais pour ça, il faut accepter de s'écouter, de ne pas être d'accord, d'attendre son tour pour parler et ensuite d'argumenter dans le respect et de ne pas dire ouais, va te faire foutre, connard. Ça, on sait tous faire. Vous tombez dans la facilité et vous pensez que vous avez des arguments à faire valoir, mais quand on fouille réellement le fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. Euh, il est important aujourd'hui aussi de rétablir l'éducation populaire, c'est-à-dire de faire cette cassure aujourd'hui indispensable entre les médias de masse, les médias mainstream, et ce que vous vivez vous réellement dans vos vies. Il y a un décalage. Et donc, il est important que les gens puissent s'exprimer aujourd'hui sur des choses qui peuvent paraître banales, mais qui peuvent servir à tous. Un ouvrier du BTP a besoin de s'exprimer sur ses conditions de travail et sur les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Un agent de service public a besoin de s'exprimer sur la perte de sens par rapport à son métier. Une agent hospitalière aujourd'hui qui ne peut pas s'exprimer à cause de son devoir de réserve devrait avoir le droit de le faire. Pourquoi on est obligé de passer par des syndicats policiers pour entendre la parole d'un flic? Pourquoi un flic, légitimement, ne pourrait pas dire ce qu'il rencontre au quotidien? Au nom de quoi? C'est ça le pays de la liberté d'expression? Non. C'est le pays de museler la parole pour ne pas montrer ce qui dérange. Et dans tout un tas de domaines, c'est comme ça. On a 2 ans pour changer tout ça. On y croit, on n'y croit pas. On fait confiance ou pas. Ça, c'est un autre débat. Moi, honnêtement, je serais peut-être mort parce que j'en sais rien. Je vais choper le Covid, je vais avoir un AVC, une crise cardiaque, je m'en fous. Mais le projet qu'on met en place aujourd'hui pourra être récupéré par d'autres demain qui pourront le faire vivre. Il n'y a pas de culte de la personnalité à avoir. C'est de mettre en avant
nos richesses. Et nos richesses, avant d'être pécuniaires, elles sont intellectuelles et c'est du savoir-faire. Et c'est aussi un mélange de cultures liées à l'Afrique, liées à l'Amérique, liées à l'Asie, liées aux pays de l'Est, parce que la France est un pays cosmopolite, mais qui ne sait pas utiliser les richesses qu'il détient, au contraire, il ne fait que les détruire. Voilà, donc le but, c'est de vous présenter ce projet-là, de vous demander si vous voulez ou pas y participer. Si vous voulez critiquer, vous êtes en droit de le faire, mais sachez que si vous insultez, je ne vous répondrai pas. Parce que je ne vais pas passer du temps et de l'énergie à répondre à des gens qui insultent gratuitement, mais qui n'ont aucun argument à faire valoir. Donc maintenant, si vous pensez que vous pouvez vous insérer dans ce projet, pour l'instant, c'est du bricolage, soyons très clairs. Mais demain, ça ne le sera pas. Envoyez-moi des messages MP sur mon profil. Euh, Très clairement, si je mets du temps à répondre, il ne faut pas m'en vouloir, mais je vous répondrai à toutes et à tous sans exception. Vous pouvez me faire confiance. Aujourd'hui, j'avais des gens avec qui je collaborais et que ça marchait très bien, qui étaient dans le domaine de l'informatique et qui étaient capables de créer des serveurs et des sites internet. Ces gens-là ont décidé, et je ne leur jette pas la pierre, que j'étais un égocentrique qui ne pensait qu'à ma gueule et que donc, à ce titre, ils me lâchaient. Je ne vais pas les retenir. Ce serait de la dictature de la pensée. Je les laisse voguer par les propres ailes. Mais on a besoin, aujourd'hui, plus qu'hier, de gens qui aient des compétences informatiques, de développeurs, des gens qui soient capables de faire des serveurs, des sites internet, de la création graphique assistée par ordinateur. Moi, j'ai beau être un bon orateur, niveau informatique, je vous garantis que j'ai des limites. Chacun doit être mis dans la bonne case. Le projet, il est là. Donc, si vous pensez que vous pouvez vous insérer dans ce projet-là, déjà, n'ayez pas peur de le dire. N'ayez, comment dirais-je, aucun frein. Ne vous dites pas ah, mais qu'est-ce que tu veux que moi je suis rien quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'aide un mec comme lui ou que j'aide un groupe comme eux? À quoi je sers? Tout le monde est utile. Ne serait-ce que par rapport à un témoignage, ne serait-ce que par rapport à un partage sur internet, ne serait-ce que par rapport à une petite action, une petite bonne action. Tout le monde peut être utile, mais pour l'être utile, il faut s'en persuader. C'est le plus important. Et malheureusement, on est dans un pays où on tue l'initiative personnelle et individuelle. Changeons notre manière de faire, soyons bienveillants. Si vous avez des gens qui viennent vers vous pour vous aider, ils vous tendent la main. Si vous ne tendez pas la vôtre, ils pourront l'attendre 20 ans que Dieu fait, ils ne vous aideront pas. Parce que c'est vous qui refusez de l'aide. Vous êtes beaucoup à vous plaindre de votre situation. Vous êtes beaucoup à pleurer que les politiques ne sont pas intègres. Vous êtes beaucoup à vouloir changer le monde. Eh bien, honnêtement, que ce soit moi ou d'autres, vous avez aujourd'hui des solutions dans lesquelles vous pouvez vous insérer, des projets dans lesquels vous pouvez vous insérer. Qu'est-ce que vous risquez, sincèrement? Ça vous coûte quoi d'essayer? D'avoir des échecs? J'ai plus connu d'échecs dans ma vie que de réussite. On me l'a dit il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais, et alors? Parce que j'ai connu des échecs, je dois pas rebondir. Alors, heureusement que les entrepreneurs, je vous dis, ne raisonnent pas comme nous, parce que sinon, il n'y aurait pas d'entreprise en France. Donc, il y a un moment où il faut juste se réaccaparer le pouvoir de dire qu'on est utile et surtout la conviction. Et voilà, le parti politique 2.0 que, en tout cas, nous vous proposons, parce que je dévoilerai les noms dans pas longtemps. Rassurez-vous, je le ferai vraiment dans pas longtemps, mais ce pas des gens connus, puisqu'ils sont issus de la société civile. Mais en tout cas, le projet commun, il est très clair. Pour sauver notre pays, pour avoir une politique qui ressemble à quelque chose, il n'y a qu'un seul mot, un seul, la probité. La probité, la définition du petit Larousse, c'est l'honnêteté scrupuleuse. Ça sous-entend beaucoup de choses. Si on est demain une force politique qui pèse, je vais vous le dire très clairement, c'est fini les élus avec des casiers. C'est fini ça.
C'est fini le pantouflage qui consiste à travailler dans un ministère stratégique comme Bercy et qui permet ensuite d'aller travailler dans une entreprise privée et de revenir dans le ministère de Bercy et de repartir dans une autre entreprise privée et de donner des informations confidentielles d'État pour permettre à ces entreprises-là de faire de l'optimisation fiscale ou même du blanchiment d'argent. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Je vous le dis. Si on arrive à concrétiser notre projet, et on n'est pas là pour faire de la figuration, on est là pour gagner. Quand vous faites un tournoi de foot, même un tournoi amateur, l'essentiel est de participer, certes, mais quand vous le faites quand même pour avoir de bons résultats et de gagner. On n'est pas là pour passer pour des guignols, on est là pour gagner et pour peser demain. Même si on ne gagne pas, parce qu'il y a de grandes chances qu'on ne gagne pas, on s'insérera dans comment dirais-je, une vision globale politique et surtout comme une force d'opposition. Donc même dans l'échec, il y a des victoires. Arrêtons le négativisme ambiant, arrêtons la sinistreuse. On est le pays le plus consommateur d'anxiolytiques au monde, d'antidépresseurs. C'est pas pour rien, parce que c'est notre sport national, la défaite, et la culture de la défaite. Nos ancêtres, eux, avaient la culture de la gagne. Rendons leur hommage et rendons-nous hommage à nous. C'est important. Et pensons surtout à l'avenir qu'on laissera à nos enfants et comment on préserve demain nos parents, parce que quand vous êtes confronté à mettre vos parents aujourd'hui en maison de retraite avec des prix entre 1500 et 3000 euros, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et quelqu'un qui va mettre un résident dans une maison de retraite à 1500 plutôt que 3000, il aura plus de chances d'avoir de la maltraitance, voulu ou non d'ailleurs, que dans un établissement haut de gamme à 3000 euros. C'est pas normal. La vie des gens ne peut pas être négociable financièrement comme on le fait actuellement. Euh, J'en terminerai là-dessus. Dites-vous bien que toutes les grandes fortunes de France ont fait fortune grâce à vous et grâce à vos impôts. Et qu'il y a au bout d'un moment, on ne peut pas faire toujours payer les mêmes. C'est pas possible. Le peuple est une vache à lait. Il y a eu la traite tous les jours que Dieu fait. On l'a épuisée. Elle ne peut plus donner de lait. C'est fini. Donc, nous mettre des lois liberticides, nous mettre des lois qui prévoient d'aller pomper de l'épargne sur les comptes des gens ou de faire culpabiliser les gens parce qu'ils ne veulent pas aller prendre des risques pour leur vie ou de dire aux gens donnez à des cagnottes litchi, excusez-moi, mais non, c'est plus entendable. Récupérons les 100 milliards d'évasion fiscale et vous verrez déjà annuel, hein, et vous verrez déjà qu'on ira nettement mieux. Mais pour ça, c'est très simple, hein. Le seul outil, c'est la volonté politique. Et on ne l'a jamais eu. Et bien, on va changer ça. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment, encore une fois, d'avoir visualisé cette vidéo, ce live. Vous pouvez réagir, le positif comme le moins positif. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez envoyer des messages privés si vous pensez que vous vous insérez dans ce projet-là et que ça vous semble motivant. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Rassurez-vous, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde parce que les journées ne font que 24 heures. Mais j'ai toujours tenu parole et j'ai toujours répondu à tout le monde. Et pour les gens qui ont quitté le projet en parlant d'égocentrisme, etc., aujourd'hui, revenez. On a vraiment besoin de vous et on vous prouvera que même si vous voulez, vous, être sous les feux des projecteurs, moi, une fois que je vais pouvoir déléguer, vous ne verrez plus ma gueule. C'est les gens qui parleront pour le collectif. Mais aujourd'hui, il faut bien que quelqu'un lance le projet et soit initiateur. Il s'avère que c'est moi, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ne croyez pas que je serai le mec, le gourou, et puis qu'on verra personne. Non, non. Moi, j'ai hâte que vous veniez m'assister pour plus qu'on voit ma gueule sur Internet. Je préfère vous passer la parole et que vous défendiez la parole collective des gens. C'est vous demain qu'on va mettre en avant. Donc, ne croyez pas qu'il y a de l'ego derrière ça, vous vous trompez. Je ne vais pas passer ma vie à essayer de vous en persuader, parce que j'ai autre chose à faire aussi. Mais voilà, je vous tends la main comme vous me l'avez tendu à une certaine époque. Retour d'appareil, je vous tends la main. Vous avez espéré ces moments-là, on vous le donne. Soit vous montez dans le bateau, soit vous restez à côté. Mais par contre, ne venez pas pourrir notre travail. C'est la seule chose que je vous demande. Voilà.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Bien évidemment, pour se faire connaître, hein, on n'est pas BFM, CNews ou LCI, les partages, les commentaires, le bouche à oreille, à l'ancienne, allons-y étape par étape. Et après, peut-être qu'on aura assez de légitimité pour aller sur des plateaux télé. Et là, on pourra commencer à discuter le bout de gras et surtout à se faire plaisir et à s'éclater. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais c'est une réussite collective que je vous propose encore une fois et vraiment, je veux que vous l'intégriez. Donc, si vous voulez que ça marche, il faut aussi que vous vous investissiez là-dedans. Et c'est des petits gestes simples. Un petit commentaire, un partage. Tiens, je partage ce mec parce qu'il a dit ça, parce qu'il y a ça qui m'a interpellé dans ce qu'il a dit. Je ne suis pas d'accord pour tout, mais en tout cas, prenez 5 minutes pour regarder. C'est vous les premiers vendeurs d'un projet. Et n'attendez pas que les gens fassent toujours les choses à votre place. Parce qu'au bout d'un moment, vous les usez aussi. Et qu'il y a beaucoup de gens qui étaient de bonne volonté qu'on ne voit plus aujourd'hui malheureusement parce que c'est un épuisement moral et psychologique qui est, pour l'avoir subi quelque part, il faut être costaud. Je vous assure qu'il faut être costaud. Moi, c'est ma dernière cartouche, hein, j'en ai plus. J'ai vidé mon barillet. Mais je ne vivrai pas avec des regrets. Voilà. Et je le redis une dernière fois, la France est un pays qui rayonne dans le monde entier. Nous avons été appelés le pays des Lumières, ce n'est pas un hasard. La France est un pays qui dispose d'un savoir-faire unique au monde, d'une industrie unique au monde, d'agriculteurs qu'on devrait bien mettre plus en avant que ce qu'on le fait actuellement. On est passé d'1,5 million d'agriculteurs des années 80 à 450 000 aujourd'hui. Un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Rendons la France agricole. On a les terrains pour le faire, on a le savoir-faire et on a la main-d'œuvre. Et recréons des vocations. Parce qu'aujourd'hui, on a des exploitations familiales qui ne sont pas reprises par les plus jeunes, parce que les plus jeunes voient leurs parents qui souffrent. Et ça leur donne pas envie. Et c'est complètement compréhensible. Mais si on n'a plus d'agriculteurs demain, ça veut dire qu'on sera obligé d'importer toute notre bouffe. Et regardez ce qui se passe avec le Covid. Si vous mettez fin au transport, ça veut dire que vous ne mangez plus demain, qu'il n'y a plus rien dans les étals. Réfléchissez à tout ça. Réfléchissez. Personne n'est responsable, en dehors des politiques qui nous ont mis là. Mais si vous pensez naïvement que les politiques nous sortiront de cette situation, vous vous trompez. Les seuls qui peuvent se sortir de cette situation, c'est nous. Avec nos diversités, nos différences, nos origines, tout ce que vous voulez. Mais acceptons, s'il vous plaît, de se considérer avec plus de respect et de dignité et d'accepter d'échanger et d'argumenter. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, je suis très bavard, je le reconnais. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous remercie infiniment de votre attention. Vous n'êtes pas très nombreux sur le live, mais peu importe. C'est pas l'audience, c'est ce que vous allez faire de cette vidéo qui va faire que soit il y aura 100 vues, soit il y en aura 100 000. Voilà, il faut commencer bas pour arriver haut. Mais c'est là que ça se passe. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Et vraiment, et dans tout ce que vous ferez dans votre vie, c'est la même chose. Si vous vous dévalorisez, vous n'arriverez jamais à rien. Si vous vous dites, je suis capable, je vais me le prouver, allez, j'y vais, vous serez capable de surmonter n'importe quelle étape de la vie, n'importe quelle montagne. Parce que la première personne qui peut s'aider, c'est soi-même. Et il n'y a pas de honte à croire en soi, croyez-moi. On a fait culpabiliser les gens de croire en eux, c'est pas bien. C'est la base. Croyez en vous et vous croirez aux autres. Aimez-vous et vous aimerez les autres. Mais voilà, que chacun fasse sa réflexion, fasse son terreau, fasse son développement personnel. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. J'espère réellement que cette vidéo vous aura intéressé et que vous aurez des commentaires à faire et des partages, bien évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est la communication. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous, surtout, parce que par les temps qui courent, il faut faire extrêmement attention. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Si vous pouvez, à titre personnel, je vous conseille fortement de ne pas envoyer vos enfants à l'école. Malheureusement, tous n'auront pas la chance de pouvoir garder leurs enfants parce que le chômage partiel, parce que les situations familiales, financières, etc., c'est compliqué. Mais si vous pouvez, dans tous les cas, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Voilà.
Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci infiniment. Passez une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Au revoir.